La Russie fait face à une équation de réarmement. Selon les services secrets ukrainiens, elle est confrontée à la fois à un besoin de réarmement démographique, mais aussi à un besoin de réarmement militaire. On va en parler avec vous autour de ce plateau. Ça dit, c'est terrible. Il y a encore quelques jours, ce sont eux qui ont partagé les publications de Mark Rutte, qui disait que la Russie produit 4 fois plus d'armes que tout l'OTAN réuni. C'est eux qui étaient en panique sous les menaces des nouvelles armes russes. C'est eux qui crient en longueur de journée que la Russie ne manque pas d'armes justement parce qu'ils sont en économie de guerre, selon eux toujours. C'est eux qui crient à chaque fois une chose et son contraire. Maintenant, c'est que l'Ukraine déclare que la Russie est en rupture de stock et en déficit de population. C'est les services secrets ukrainiens qui le déclarent. Pourquoi est-ce que les services secrets ukrainiens montent sur la Russie ? C'est-à-dire réarmement démographique et militaire. La première chose, la guerre, c'est l'information et la logistique. Un autre argument, c'est la psychologie des services ukrainiens en règle générale. Ils savent qu'en face, la Russie a une supériorité en profondeur militaire et démographique. Leur objectif, ce n'est pas la vérité, mais l'efficacité dans la perception. Donc, ils vont sans vergogne utiliser le mensonge comme un outil de mobilisation en interne et en externe. La Russie, maintenant, serait en pénurie d'armes. Ils n'ont plus de stock, ils sont en rupture de stock. Ils n'ont plus de munitions. Ils sont même d'ailleurs en déficit de population parce que même là-bas, il n'y a plus assez de personnes. Après le fait que la Russie est l'économie de l'Espagne, après le fait qu'ils n'ont plus de soldats sur le terrain, après le fait que l'armée russe ne sait pas ce qu'elle fait, elle est complètement désorganisée, elle mène cette guerre au hasard, conquiert des territoires au hasard. Maintenant, la Russie est en rupture de stock. Écoutons ça, ça dit, comme une personne a dit dans leurs commentaires, il faut que ces gens aient beaucoup de respect pour ceux qui écoutent ces chaînes. La Russie fait face à une équation de réarmement. Selon les services secrets ukrainiens, elle est confrontée à la fois à un besoin de réarmement démographique, mais aussi à un besoin de réarmement militaire. On va en parler avec vous autour de ce plateau. Ça dit, c'est terrible. Il y a encore quelques jours, ce sont eux qui ont partagé les publications de Mark Rutte, qui disait que la Russie produit 4 fois plus d'armes que tout l'OTAN réuni. C'est eux qui étaient en panique sous les menaces des nouvelles armes russes. C'est eux qui crient en longueur de journée que la Russie ne manque pas d'armes justement parce qu'ils sont en économie de guerre, selon eux toujours. C'est eux qui crient à chaque fois une chose et son contraire. Maintenant, c'est que l'Ukraine déclare que la Russie est en rupture de stock et en déficit de population. C'est les services secrets ukrainiens qui le déclarent. C'est terrible. On commence les débunks en tout début de vidéo avec la question suivante. Pourquoi est-ce que les services secrets ukrainiens montent sur la Russie? C'est-à-dire réarmement démographique et militaire. La première chose, la guerre, c'est l'information et la logistique. L'information aussi, ça passe par la manière dont on manipule cette information auprès des populations. Les déclarations des services secrets ukrainiens s'inscrivent dans une logique de guerre psychologique et de communication stratégique. En prétendant que la Russie manque d'hommes et de moyens, ils essayent en tout cas de renforcer la cohésion interne en Ukraine, de motiver ou d'encourager les soutiens occidentaux, je parle de la population occidentale qui sont en mode vas-y Zelensky, et maintenant convaincre les élites de l'Occident de maintenir ou alors d'augmenter l'aide militaire et l'aide financière. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est encore une menace, mais une menace vulnérable. Une menace qui, avant, on ne pouvait pas battre, mais que maintenant, on peut battre parce qu'il manque d'hommes et d'équipements militaires. Envoyez l'argent, vraiment. On va se charger de terminer le boulot qu'on a commencé. En attendant, chaque semaine, on apprend qu'il y a de nouveaux territoires conquis par la Russie. Chaque semaine, de grandes zones, de grands pôles sont conquis par la Russie. Mais voilà, l'Ukraine est à 2 doigts de gagner. Vu que de toute façon, la Russie n'a plus d'équipement et n'a plus de soldats sur le terrain. C'est Zelensky qui a monté à 60 ans l'âge du recrutement dans l'armée ukrainienne. Mais c'est la Russie qui manque d'hommes. Parce que maintenant, oui, à partir de 60 ans, tu peux entrer dans l'armée ukrainienne. J'ai fait une publication dessus qui disait que quand on disait jusqu'au dernier Ukrainien, on pensait que c'était une figure de style. Mais ce n'est pas une figure de style, c'est littéral. Ces gars ont vraiment dit jusqu'au dernier Ukrainien. Même les vieux ne doivent pas survivre. Ce qui est sûr, c'est que les dirigeants occidentaux vont trouver un nouveau moyen de détourner massivement de l'argent. Parce que voilà, là ils ont dit qu'ils sont sur le point de gagner. Leurs médias se chargent de convaincre l'opinion publique occidentale que la Russie est à 2 doigts de tomber. Donc, accepter encore quelques milliards qui vont s'en aller entre corruption, transfert et j'en passe. On ne sait pas exactement à quoi cet argent va servir, mais ce qui est sûr, c'est que ça aura rempli les poches de plein de personnes pendant son parcours. En tout cas, ils cherchent à mécaniquement contrôler le récit médiatique occidental. Parce que ça va servir à amplifier ce style de message par la suite. Comme j'ai dit, pour les personnes qui croient
à ces discours. Pour les personnes qui croient en ces gens, le réveil sera brutal quand on va leur annoncer que désormais, tout ce qui était avant l'Ukraine est désormais la Russie. Les gens seront choqués, ils vont bondir de leur chaise. Et qui est? Comment ça? L'Ukraine gagnait, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir. Si vous voulez, on met les paris. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le Jeune Initié, où on parle de culture et de spiritualité africaine. L'écoute du monde, dédié à des analyses plus courtes. Et sur Yvon Prime, on parle de football en règle générale. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. Un autre argument, c'est la psychologie des services ukrainiens en règle générale. Ils évoluent dans une psychologie de survie stratégique. Je m'explique. Ils savent qu'en face, la Russie a une supériorité en profondeur militaire et démographique. Leur objectif, ce n'est pas la vérité, mais l'efficacité dans la perception. Donc, ils vont sans vergogne utiliser le mensonge comme un outil de mobilisation en interne et en externe. Ils cherchent à gagner du temps et à provoquer une forme d'usure médiatique et politique en Russie comme en Occident, donc dans les deux camps. C'est une tactique classique des États en guerre asymétrique. C'est-à-dire, en gros, il est en train de tenter, coûte que coûte, une déstabilisation de son adversaire, non pas par la force brute, n'est pas la guerre narrative, n'est pas l'histoire qui est racontée. Le problème, c'est qu'en face, on a des gars extrêmement calmes, très précis, très pointus et très méticuleux. Combien de temps ça va marcher? Ça fait déjà au moins depuis 2022 que ça ne marche pas. Maintenant, si on doit parler des capacités militaires et démographiques de la Russie, en 2025, je vous assure que c'est loin d'être un déficit. La population est environ à 144 millions. C'est à un déclin lent, mais c'est stable grâce à l'immigration qui vient de l'Asie centrale. Ils ont un réservoir mobilisable d'hommes extrêmement fourni parce que ça va de 18 à 49 ans. Et là, on parle d'environ 35 millions de Russes. Les capacités de mobilisation de la Russie en cas de guerre totale, c'est jusqu'à 20 millions. Mais ce sera partiellement utilisable selon la logistique et les politiques. Globalement, c'est ça. Mais ils peuvent mobiliser en cas de guerre totale. C'est-à-dire un peu comme la seconde guerre tribale en Europe là. Ils peuvent mobiliser 20 millions d'individus. La mobilisation actuelle, c'est environ 400 000 soldats engagés. Et c'est un chiffre qui est estimé. Les industries d'armement russes fonctionnent 24 heures sur 24. Leur capacité de production a fortement augmenté depuis 2022. Et je dis encore que c'est eux qui en pleuraient. C'est eux qui se plaignaient de ça. Qui disaient que mais on va faire comment? La Russie va nous écraser. Qu'on doit être plus inquiet. Qu'on doit augmenter l'argent. Et maintenant, 2 jours plus tard, c'est les services secrets ukrainiens qui passent le message comme quoi la Russie est en sous-effectif et en sous-équipement. Les capacités militaires actuelles de la Russie, les forces armées régulières, c'est 1 150 000 soldats. La réserve est d'environ 2 millions de personnes formées. Le budget de défense russe en 2025, c'est 10 000 milliards de roubles, soit environ 110 milliards de dollars, soit plus que tout l'ensemble de l'Union européenne réunie. Et c'est 2 fois plus que ce qu'ils avaient mis à disposition en 2021. La production annuelle d'armement de la Russie, c'est comme suite. On parle de plus de 1000 tanks. Plus de 4 millions d'obus d'artillerie, 150 avions de combat. Et tout ça, je vous parle des choses de dernière génération. Plus de 200 hélicoptères. Et ils font plus de 300 drones offensifs et de reconnaissance par mois. Et les missiles hypersoniques qu'ils enchaînent à l'appel. Là, ils n'ont pas donné le chiffre exact. Donc, la population, c'est 144 millions du côté de la Russie et 30 millions du côté de l'Ukraine. La mobilisation, c'est 35 millions du côté de la Russie et 6 millions maximum du côté de l'Ukraine. Les soldats actifs, c'est 1,15 million du côté de la Russie et c'est 500 000 du côté de l'Ukraine. L'industrie militaire du côté de la Russie, c'est autonome et c'est massif. Du côté de l'Ukraine, ça dépend à 99% de l'Occident. La production d'armes, c'est interne en Russie et c'est continu. Du côté de l'Ukraine, c'est extrêmement limité et externalisé. Les munitions en Russie sont produites en masse, alors qu'en Ukraine, ils sont en forte pénurie depuis 2023. La Russie fabrique des drones modernes et évolués. Du côté de l'Ukraine, c'est une aide étrangère qui n'est pas du tout indépendante. Les avions militaires russes ont une supériorité absolue en tout. Du côté de l'Ukraine, c'est faible, ça dépend des F-16, c'est principalement des F-16 même américains. Les F-16 sont des avions qui datent des années 70, 1970. Pour vous dire, là où du côté de la Russie, ils ont des avions modernes de dernière génération qu'ils n'utilisent bien évidemment pas contre l'Ukraine. Vraiment, c'est pas du jeu.
C'est pas sérieux. Ils vont pas gaspiller du matos neuf comme ça contre l'Ukraine. Mais si jamais la situation s'envenime, au point où ils ont besoin de l'utiliser, ils vont l'utiliser. Juste pour vous dire, contre l'Ukraine, eux aussi utilisent des avions des années 70. Maintenant, si on parle de défense aérienne, du côté de la Russie, on a les S-400, les Pantsir, les Buk, les Tor. Alors que du côté de l'Ukraine, on a les Patriotes et les NASAMS. Tout ça est extrêmement limité, ça coûte très cher et ça dépend du bon vouloir de ces maîtres occidentaux globalement. Donc si sur ce plateau, il y a quelqu'un pour qui on doit s'inquiéter, c'est pour l'Ukraine. Et c'est d'autant plus grave qu'une fois de plus, ils montrent à quel point ils ne font qu'attribuer aux autres ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est eux qui sont en rupture de tout. Ils sont en rupture de stock, il manque d'armes, il manque de personnel, il manque de soldats, il manque de formation, mais ils accusent la Russie d'être en manque de leur manque. Besoin de suivi, le fait qu'ils vivent dans un fantasme, dans un rêve. Comme une personne le disait en commentaire, ces gars ne font que déblatérer sur ces plateaux leurs rêves et leurs fantasmes. Regardez tout ce bavardage, juste sur un petit extrait de présentation du sujet. C'est-à-dire que pour débunker un mensonge, c'est dur. Voici la preuve. Un mensonge, c'est dit en 1-2 phrases. Mais pour débunker, il faut toute une thèse. Voilà cette analyse de l'Institut de l'École d'économie de Kiev. Voilà ce qu'elle nous dit. La Russie fait appel à la Corée du Nord pour s'armer dans le cadre de cette nouvelle offensive en Ukraine. La Russie voudrait ici faire une offensive d'ampleur, en profiter avant que le couperet, peut-être, vous allez me dire, américain ne tombe sur eux. Les livraisons auraient chuté de plus de 25% en 2024. Kiev parle ici d'un épuisement irréversible de l'armement. Déjà, si on se situe au niveau de ce réarmement que doit faire la Russie, où est-ce qu'on en est dans le réarmement stricto sensu, mon colonel? On parle d'un plan à 1100 milliards sur 11 ans, horizon 2036, pour la Russie qui veut effectivement injecter de l'argent pour pouvoir continuer la guerre. Et ils sont rentrés vraiment dans le vif du sujet parce que jusqu'à présent, en fait, ils ont vidé les vieux stocks de l'URSS, et les vieux chars qui ont été détruits au fur et à mesure, les canons, etc. Ils ont vidé les vieux stocks de l'URSS. Mais c'est pas possible. Je ris déjà parce que ça dit quelque chose de terrible. Ça veut dire que jusqu'à présent, contre toutes les nouvelles armes venant de l'Occident et qui atterrissaient dans les mains des Ukrainiens, la Russie utilisait leurs vieux stocks datant de l'URSS. En mode, on va pas dépenser les nouveaux trucs là pour vous, et vraiment, méfiez-vous. On va consommer du matériel qui de toute façon ne peut servir que contre des adversaires comme vous. La Russie est très loin d'avoir épuisé son stock. Très loin. Oui, on va vous dire que la Russie a massivement utilisé des chars et que les modèles T-60, T-64, 72 ou encore T-80 se sont grandement fait utiliser. Mais avoir été utilisé et l'épuiser, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'ils utilisent, mais ce n'est pas épuisé, vu qu'il y a encore du stock et l'Ukraine ne détruit pas autant que ça. N'oubliez pas que c'est la Russie qui consomme le matériel ukrainien, ce n'est pas l'inverse. Donc, il y a des chars datant de l'URSS qui ont été utilisés, mais ça ne veut absolument pas dire que ces chars ont été détruits par l'Ukraine. C'est juste ce qui est utilisé actuellement en point. C'est mobilisé en fait. Vous voulez que je dise ça comme ça? Si on parle alors des canons soviétiques comme les D-30, c'est largement utilisé actuellement. C'est encore en service et ça fait d'énormes dégâts. Il ne faut pas oublier que les armes datant de l'URSS, ce sont des systèmes, oui, bien que c'est vieillissant, c'est très simple à entretenir. Ils ont toujours été dans cette optique. C'est très, très simple à entretenir. Et ce type de munitions sont encore produits en masse au besoin pour cette guerre. Et maintenant, parce que là, en fait, ce qu'il essaie de faire croire, c'est, vu que ces stocks d'armes-là ont été épuisés, ils sont un peu coincés. Non. La Russie a toujours renouvelé son stock d'armement en règle générale au cours de son histoire, depuis la chute de l'URSS jusqu'à présent. Ce qui se passe, c'est que il y a du stock, le vieux stock, qu'ils utilisent. Mais depuis tout ce temps, ils l'ont remplacé, ils l'ont amélioré, ils l'ont modifié. Ce n'est pas parce que les vieux trucs ont été utilisés qu'ils sont en rupture, puisqu'il y avait déjà de nouveaux. Donc, ça dit, ces gars sont terribles. Et en plus, l'utilisation des stocks soviétiques était stratégique. Ça permettait de gérer simplement certaines zones, pas toute la ligne du front, parce que pour les infrastructures essentielles, importantes, ou alors pour des opérations importantes, ils utilisent les armes modernes. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça s'était consommé, 3 ans de guerre, c'était consommé, d'autant que c'est une guerre dite de haute intensité qui nécessite beaucoup de munitions, beaucoup de moyens. Donc ça a été consommé. Donc maintenant, il faut le reconstruire. Alors je me méfie beaucoup des études qui viennent de Kiev sur les Russes. Elles sont biaisées d'après vous? Au moins, il souligne quelque chose d'important. Parce que les services secrets ukrainiens ont tout intérêt à mentir comme ça. Au moins, il a souligné quelque chose d'important. Il faut se méfier des études de l'Ukraine sur la Russie. C'est forcément biaisé.
J'imagine que c'est un peu la voie de 100 mètres, comme les études russes sur l'Ukraine, bien évidemment, c'est pas très fiable. Donc après, il faut se fixer sur les chiffres. C'est quoi les chiffres très concrètement? Le problème, c'est que bien évidemment, il leur faut beaucoup de munitions et d'armement. Mais en fait, il y a beaucoup d'armements de faible technicité concrètement. Ils ont une alliance avec les Nord-Coréens qui compense ça, qui leur évite eux justement de fabriquer des missiles et surtout de fabriquer beaucoup d'obus, etc. Donc ils ont des alliances assez solides. Pour les Nord-Coréens, c'est très pratique parce qu'ils déversent, ils font fonctionner leur système, ils déversent leur matériel et les Russes n'ont pas besoin de le fabriquer. Le deuxième point, rappelons-nous le début de la guerre, quand on disait que les Russes avaient des problèmes, ils récupéraient, je me rappelle toujours de cette histoire, ils récupéraient des moteurs de machines à laver pour faire fonctionner leurs missiles. On revient. On revient. Un point, rappelons-nous le début de la guerre, quand on disait que les Russes avaient des problèmes, ils récupéraient, je me rappelle toujours de cette histoire, ils récupéraient des moteurs de machines à laver pour faire fonctionner leurs missiles. C'était un an au début de la guerre. C'est une blague, évidemment. Donc en fait, c'était une blague, mais qui avait été largement relayée par vos médias. À ce moment-là, c'était pas une blague du tout. À ce moment-là, il y avait plein d'analystes comme vous qui arrivaient sur les plateaux et essayaient d'expliquer avec le plus grand sérieux du monde, avec tous les diplômes qu'ils ont obtenus, on ne sait où, à quel point c'est vrai, à quel point la Russie est en pénurie d'armes, en pénurie de technologie, qu'ils avaient besoin des machines à laver européennes. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point ces puces de machines à laver venant d'Europe sont efficaces, hein. Mais les Européens ne devraient pas utiliser ça eux-mêmes pour fabriquer leurs armes. Mais... les puces des machines à laver. Il fallait quand même la trouver, celle-là. Il fallait la trouver. C'est dur. Imaginez ce genre de mensonge. C'est dur. Et, c'est-à-dire, dans ce cas de figure, on a l'impression que c'est plus vous êtes what the fuck, plus vous débitez des incongruités, plus les gens disent c'est vrai. Donc la Russie, puissance militaire de son État, a besoin d'armes et elle part voler les puces des machines à laver. Il faut appeler le gars des puces là et l'applaudir. On voit qu'on se fait un petit peu avoir par un discours dominant qui dit voilà, les Russes ont plein de problèmes avec ça. Moi, ce que je pense, c'est que la Russie a un véritable problème, si vous voulez, dans son économie. C'est qu'elle n'a pas, comment dire, les sanctions portent par la force des choses, donc il leur faut du matériel, etc. Les sanctions portent par la force des choses, c'est-à-dire c'est la Russie qui a un problème d'économie, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, c'est la Russie qui a un problème d'économie parce que l'économie russe porte par la force des choses. Parce que l'économie russe subit les sanctions. Parce que l'économie russe subit les dégâts des sanctions par la force des choses. Mais ce n'est pas les chiffres que l'on a. Monsieur qui parle de chiffres, ce n'est absolument pas les chiffres que nous avons. Les chiffres que nous avons dit l'exact opposé. Au point où des universités en Russie ont ouvert le cursus pour apprendre à résister aux sanctions occidentales. Donc tellement ils ont maîtrisé le process. Tellement ces sanctions venant de l'Occident n'ont pas eu d'impact que leur économie a augmenté. Bien évidemment, c'est toujours un peu agaçant, ils ont quand même perdu plusieurs milliards. Mais ils ont réussi à augmenter leur économie. Donc, ils sont plus efficaces. Vous imaginez à quel point ils sont antifragiles? Mais, monsieur qui parle des chiffres, donne-nous les chiffres. Qu'on aille courir, vérifier ça nous-mêmes. Un exemple, je le sais par rapport à quoi? Je travaille en Afrique depuis pas mal d'années et il faut savoir qu'une arme sur deux en Afrique est russe. Aujourd'hui, les Russes ont un vrai problème, si vous voulez, pour approvisionner, dans le cadre des accords de défense qu'ils ont, ils ont du mal pour approvisionner les armées africaines qui réclament du matériel. Donc tu essaies de nous faire croire que la Russie, avec tous les stratèges qu'ils ont, va préférer prioriser les partenaires étrangers au lieu de sa propre armée. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer sérieusement. Si la Russie priorise ses partenaires, donc lui donne toutes les armes qu'elle possède au point qu'elle la manque, et qu'ensuite on attaque la Russie, donc la Russie ne pourra plus fabriquer ces armes-là, est-ce que ça aurait été intelligent comme stratégie? Mais ce genre d'argument sort d'où? Dans la dernière vidéo, je posais déjà cette question. Ce genre d'argument sort d'où? Ça sort de quoi? Je ne comprends pas, je suis tout le temps perdu. Comment une personne peut penser ce genre d'argument et on a l'impression que ça va? Jusqu'à la personne formule et le dit. La Russie ne peut pas privilégier ses partenaires militaires au risque de s'affaiblir elle-même. C'est impossible que la Russie le fasse. Première raison, c'est parce qu'elle est en guerre contre l'Occident. Et actuellement, elle est engagée dans une guerre directe d'usure et intense contre l'Ukraine, qui est une guerre par procuration soutenue par l'ensemble de l'OTAN. Ce qui veut dire que ça mobilise énormément de matériel, de munitions, de drones, de tanks, de systèmes de défense aérienne et j'en passe. Prioriser ses alliés au détriment de ses propres forces serait littéralement se tirer une balle dans le pied. Ce qui n'a aucun sens. Parce que la logique est simple. Tu ne donnes pas d'armes quand ta propre maison n'en a pas.
C'est le principe, non? Donc, si on doit suivre sa logique, parce que le bon sens intervient, si la Russie continue de fournir et de parfaitement équiper tous ses partenaires avec qui elle a signé des accords de défense, ça veut dire que la Russie n'est pas en manque. Ça veut même dire que la Russie en produit tellement qu'elle est capable d'armer d'autres pays entiers. Voilà plutôt la conclusion que ces gars doivent faire et non pas l'inverse. La Russie construit un stock d'armement pour une guerre de longue durée. Parce que Moscou considère la guerre en Ukraine comme un précurseur. Parce que les guerres pourraient s'enchaîner comme ça, et longtemps. Après l'Ukraine, peut-être qu'il faut essayer d'envahir Kaliningrad. Peut-être que ça va passer par les pays baltes ou la Pologne. Vu que du côté de l'OTAN, ils ne comptent pas arrêter de faire la guerre à la Russie. La Russie est en train de se préparer pour de longues guerres intensives. Et il y a même une autre raison en dehors de la logique pour laquelle la Russie ne peut pas faire ça. C'est parce que ses partenaires ne sont pas en guerre frontale. Pour l'instant, ils ne sont pas en guerre frontale pour l'instant. Généralement, ce sont des guerres un peu cachées. On envoie les terroristes et j'en passe. Si on doit par exemple prendre le cas du Sahel. Donc actuellement, aucun allié direct de la Russie, hormis la Biélorussie, n'est en guerre directe contre une puissance occidentale. Ce sont des pays en position défensive ou en reconstruction stratégique. Mais comme je disais, je pense au Mali, je pense au Venezuela, je pense au Burkina Faso, au Niger. La Russie fournit donc des armes efficaces, mais des armes d'occasion, des munitions efficaces, des conseils et des stratégies militaires. Mais ils ne fournissent pas des ressources de première ligne, de guerres ouvertes. Et qu'on soit clair, aucun pays ne va jamais sacrifier son équilibre militaire mondial. La Russie ne va jamais sacrifier ça. L'expression, c'était quoi? La Russie a deux amis, son armée et ses navires, ou son armée et sa marine, quelque chose comme ça. Donc là, peu importe le pays, si leur sécurité est en jeu, ils ne vont pas le faire. Il faudra donc arrêter de prendre les gens pour les idiots dans des argumentations qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête. La Russie fournit les armes à ses partenaires. Résultat, elle est en pénurie, comme si ça avait un sens, comme si quelqu'un sur Terre le ferait. Un autre exemple, dans tout ce qui est maintenance, les hélicoptères, les Mi-8, les Mi-17, tous les engins qui ont été vendus aux États africains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maintenance ne fonctionne pas. Parce que dans le modèle russe, si vous voulez, il faut que les moteurs viennent en Russie, on les répare, on les renvoie. C'est pas les Russes qui viennent sur place. Donc tout le modèle économique craque un petit peu et on voit que tout ce qui est périphérique, donc avec les alliances qu'ils ont des États africains, tout ce qui est un peu périphérique, en fait, est faible. Par contre, ce que je crois vraiment, c'est qu'aujourd'hui, les Russes font un véritable effort. Donc on verra ce qui va se passer. On est rentré dans une guerre de stock. Quand vous dites effort, c'est effort de guerre, effort financier? Oui, effort financier et puis effort industriel, parce que ça implique, encore une fois, que la machine fonctionne. Ça vous paraît beaucoup, 1100 milliards à échéance 2036 sur 11 ans? 2 milliards par an? C'est pas... Un budget qui équivaut à celui de la France sur l'armement? Aujourd'hui, c'est un peu plus. On n'en est pas là. Ce n'est pas un peu plus. Ce n'est pas un peu plus. C'est beaucoup plus que toute l'Union européenne. C'est pas un peu plus. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il va encore l'écouter. Et par exemple, on change de propagandiste. Oui, en fait, ce que dit cette étude ukrainienne, en fait, c'est à peu près ça. Hein. C'est que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont observé, c'est que les entrepôts en Russie où était stocké le matériel qui date de l'année soviétique, en fait, ce qui arrive sur la ligne de front, c'est les niveaux d'avant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus grand-chose qui arrive parce qu'effectivement, le matériel soviétique, il est quasiment consommé. Après, là où c'est vrai qu'il faut pas tirer vite des conclusions là-dessus, c'est que aujourd'hui, la ligne de front, elle a radicalement changé. Et sur quoi se concentrent les Russes, c'est justement produire en masse des drones, des nouveaux types de drones. Vraiment, les drones changent à une vitesse qui est assez impressionnante. Hein. Une version dure 1 mois, et puis ensuite on passe à l'autre version, et ensuite à l'autre version. Et donc, c'est moins cher à produire. Et c'est la bonne nouvelle. Alors c'est moins cher, mais il faut produire en masse. Et ça, les Russes sont capables de le faire. Donc c'est pas parce qu'ils leur... Le mais vient où? C'est moins cher, mais il faut produire en masse. C'est quoi? Ils comptaient produire un drone. On parle quand même d'une armée. Qu'est-ce qui n'est pas produit en masse dans une armée? Manque du matériel de l'Union soviétique, que c'est un vrai problème. En revanche, ce que pointe cette étude et qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de souveraineté. En fait, peut-être que ces gars voulaient titrer armes, munitions, Poutine en rupture de stock du matériel soviétique restant. Peut-être que c'est ça. Ou du matériel datant de l'URSS. Peut-être que c'est ça, parce que tout leur argument, si c'est caduc, ça n'a aucun sens. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont le stock, qu'ils sont en train de reconstituer leur stock. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne croient pas en ce que dit l'Ukraine sur la Russie. Mais c'est eux qui essayent d'argumenter sur les bribes d'informations et déclarations. On est même en train de faire une analyse sur quoi? Sur des déclarations des services secrets ukrainiens au sujet de la capacité militaire russe. Vous savez quoi? On arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Parce que tout ce qui va suivre là va consister pour eux à répéter la même chose. Et vraiment,
Le postulat de base est tellement incongru. Je ne sais même pas ce que je pourrais dire de plus que ce que je n'ai déjà dit dans les argumentaires que j'ai étalés jusqu'à présent. Voilà, donc on s'arrête là pour la vidéo. En plus, il est 5h45 du matin. Je n'ai pas dormi depuis 21h. Je commence à avoir mal au cerveau gauche. Et ces gens vont augmenter mes maux de tête. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Si tant est que vous en ayez, n'oubliez pas le code marron, très important. Code marron. Et on se retrouve une prochaine fois.